Salut mes chers chefs, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes manager, chef d'équipe, chef d'entreprise, chef de votre vie, ou que vous avez envie de l'être prochainement. Être chef, ce n'est pas juste manager une équipe, c'est plutôt une manière d'être, une manière de vivre, une manière d'avoir de l'impact sur le monde, à commencer par son propre monde. Être chef, c'est aussi avoir conscience de son rôle et de ses responsabilités, c'est avoir envie de s'occuper des gens, d'une équipe. C'est aussi être garant et garante de l'harmonie des relations au travail et d'accompagner nos collaborateurs et nos collaboratrices dans leur évolution. Ici, dans ce podcast, on explore ensemble le rôle de chef, toutes ses facettes, ses difficultés, l'état d'esprit aussi qu'il faut avoir pour l'être, les pratiques de management et l'impact que ce rôle a plus largement sur nous. Je m'appelle Sophie Plumer, je suis chef d'entreprise, productrice de podcasts RH et RSE et coach en management. Mais avant de me lancer dans l'entrepreneuriat en 2021, j'étais consultante en management, puis responsable RH dans une entité d'environ 1000 personnes et je menais des opérations RH en manageant une équipe de 15 collaborateurs. C'est avec ces différentes casquettes que j'ai appris que la pièce maîtresse de toute organisation, c'est le manager. S'il est bon, c'est génial, s'il n'est pas bon, ça fait de gros dégâts. Donc en 2020, je me suis engagée dans l'aventure du podcast pour donner la parole à des chefs inspirants et inspirantes et pour vous partager mes bonnes pratiques afin de vous accompagner au mieux dans votre rôle. 3 ans plus tard, Chef, c'est un podcast de plus de 60 épisodes. C'est aussi un studio de production de podcasts pour entreprises. Ce sont des accompagnements individuels et collectifs sur des sujets de management et ce sont des formats qui fédèrent des chefs de tous les horizons à travers des groupes d'entraide, des dîners et des escapades entre chefs. Bref, ici, on parle, vous l'aurez compris, de management, de leadership, d'impact positif, de futur du travail, de santé mentale et physique et de développement personnel. J'espère sincèrement que chaque épisode vous fera grandir dans votre rôle et vous donnera des clés pour être plus aligné et avoir un impact positif sur votre environnement professionnel. Avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée et à laisser un commentaire sympa. Bonne écoute! Bonjour Loïc, bienvenue sur Chef. Bonjour. Loïc, vous êtes directeur général adjoint et directeur académique du groupe IGS. Vous êtes aussi docteur en philosophie, docteur en psychologie et vous êtes l'ancien directeur général de l'école de commerce de Grenoble, qui est mon école, donc c'est là où j'ai découvert vos travaux. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, dont un qui m'a particulièrement marqué quand j'ai commencé à m'intéresser à la question de l'impact positif des dirigeants, notamment dans le cadre de cette saison de podcast. Le livre que vous avez écrit s'appelle « Le manager, le migrant et le philosophe, chronique pour une paix économique ». Ces chroniques, vous les avez écrites entre 2015 et 2019. J'ai une première question pour vous sur la base de ce livre et de ces chroniques. Pourquoi est-ce que vous avez réuni ces 3 figures, le manager, le migrant et le philosophe ? Parce que je pense qu'elles sont intimement liées. Lorsqu'on parle effectivement du podcast que vous dirigez, Chef, alors là, ça peut être le dirigeant, ça peut être le manager, donc là, on y est. Et si on regarde justement ce manager, c'est quoi la question du management finalement ? C'est quoi la question d'un dirigeant ? La seule question, si on devait la résumer, c'est la question de la décision. Qu'est-ce que je décide ? Et il se trouve, lorsque je décide, que je suis tout seul pour décider. J'ai pu m'entourer avant de conseils, de comex, de tout ce qu'on peut imaginer, mais au moment d'appuyer sur le bouton, je suis tout seul. Et si je ne veux pas sombrer dans l'opportunisme, le charlatanisme, si je ne veux pas faire une faute, ça, ce sont des gens comme Helmut Schmidt, l'ancien chancelier de la République fédérale d'Allemagne, qui nous le raconte très très bien. Après analyse, en quelque sorte, évidemment, de sa fonction, eh bien, il faudrait que je trouve un appui sur un peu plus grand que moi. Et ce un peu plus grand que moi, c'est-à-dire quelque chose qui va me raconter un peu de la situation que je rencontre, même si c'est effectivement un champ différent, c'est ce que j'appelle la référence culturelle. Et celle-ci, ça peut être la philosophie, mais pour d'autres, ça peut être l'histoire, ça peut être la musique. Ce qui est important, c'est ce avec quoi je suis en amitié. Et si je reprends l'exemple d'Helmut Schmidt, par exemple, eh bien, pour des questions très difficiles, et là on en parle évidemment dans des situations complètement catastrophiques et dramatiques comme on peut les vivre, mais lui a été déjà, à l'époque, on va dire, confronté au terrorisme, dans ce qui était encore la République fédérale d'Allemagne, eh bien, il prenait appui sur des philosophes, du plus ancien au plus récent, ils étaient 3. C'était Kant, c'était Nietzsche, et puis c'était Karl Popper. D'où, effectivement, le philosophe qui peut peut-être m'aider parfois à prendre un peu de recul et un petit peu moins bête par rapport aux situations. Et pourquoi le migrant ? Parce que je pense que la grande question de notre temps, avant même peut-être la question liée à l'environnement, c'est la question de l'inclusion. Comment faire en sorte, effectivement, pour pouvoir, effectivement, faire union sociale, je sais pas, mais monde, en quelque sorte. Et justement, par rapport à notre monde, c'est-à-dire largement aussi au-delà de nos frontières,
Et cet autre, ce prochain, c'est le prochain qui passe, c'est pas le prochain au sens de prendre soin du plus proche de nous. Et bien souvent, aujourd'hui, il a pour visage celui du migrant. Donc, le manager, parce qu'il y a la question de la décision, la philosophie, mais peut-être aussi la littérature ou d'autres choses, parce que ça m'aide à être un peu moins bête, ou en tout cas à prendre de moins mauvaises décisions. Et puis la question du migrant, parce que la grande question de notre temps, c'est bien la question de l'inclusion. J'ai rencontré la semaine dernière, j'ai eu la chance de le rencontrer dans le cadre d'une conférence et je l'ai interviewé, Hervé Serriex, donc grand auteur aussi, grand dirigeant notamment de Le Sieur, mais de plusieurs entreprises françaises. Et en fait, dans sa conférence, il nous parlait de 5 bascules que nous allons vivre et que peut-être nous sommes déjà en train de vivre. Il parlait de la bascule environnementale, la bascule technologique, la bascule politique/démocratique. Et il a parlé de la question migratoire en disant on va être de toute façon, on l'a déjà été, mais on va avoir à faire face à une bascule migratoire dont on n'aperçoit aujourd'hui que un tout petit bout. Et ces 4 bascules combinées vont nous amener à une bascule sociétale quasiment inévitable. Je vous prends un peu à court parce que c'est pas une question qu'on avait préparée, mais comment vous réagissez par rapport à ces mots d'Hervé Serriex ? Moi, je suis 1000 fois d'accord. Alors, j'aurais peut-être pas vu 5 bascules, mais peut-être seulement 3 ou 4, peu importe. Mais c'est intimement lié. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'une bascule comme des choses liées à l'environnement, ce qu'on appelle communément la transition écologique, celle-ci ne peut être, on va dire, qu'à la condition expresse, qu'avant il y a eu aussi un travail, alors là on pourrait presque dire dans le en même temps, sur à la fois la transition sociale, sociétale, économique. Tout cela, c'est intimement lié. Et puisque je parle là de l'enseignement dit supérieur, eh bien ça appelle aussi à la transition de ce même enseignement supérieur quelque part. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne pourra y avoir de bascule heureuse en quelque sorte pour retomber sur nos pieds, ou en tout cas sur de nouvelles positions d'équilibre, qu'à la condition expresse que l'on travaille sur ces 4 ou 5 domaines, pour reprendre effectivement les 5 bascules d'Hervé Serriex. Ça peut pas être fait autrement. Si j'agis que sur l'environnement, en fait, ce sont des confettis, ça ne tiendra pas. S'il n'y a pas effectivement d'abord le travail sur la transition sociale. Donc pour moi, c'est intimement lié et je me retrouve tout à fait, encore une fois, sans l'avoir travaillé aussi précisément qu'Hervé Serriex, mais dans ce qu'il a pu vous dire. Je voudrais vous faire réagir sur une chronique particulière que vous avez écrite. Donc, c'est la chronique du 4 janvier 2017, puisque pour les personnes qui n'ont pas lu ce livre, c'est un petit livre qui, en fait, reprend quasiment quotidiennement entre 2015 et 2019 des chroniques assez courtes que vous avez écrites sur un thème. Celle du 4 janvier 2017 s'appelle « Donner à la France un pourquoi, nous nous accommoderons du comment ». Et vous avez une phrase qui a retenu mon attention, le management de la France, comme le management en entreprise, c'est d'abord la gestion de la complexité. Alors on est en 2017, le monde est déjà complexe. Là aujourd'hui, en 2023, on a l'impression que le monde est encore plus complexe qu'en 2017. On a passé le Covid, la guerre en Ukraine, là les événements très récents qui se passent en Israël. Est-ce que la complexité s'est intensifiée depuis 2017 comme on peut avoir peut-être cette perception ? Ou finalement, est-ce que le niveau de complexité du monde, notamment politique, économique, reste stable un peu quelles que soient nos époques ? Alors, une ou deux choses juste avant. Pourquoi justement, je dis, il faut un pourquoi et on s'accommodera du comment. Donner à la France un pourquoi, mais c'est vrai dans l'entreprise. C'est vrai d'ailleurs au sein peut-être d'une famille. Ça veut dire inspirer, avoir une vision. Sortir simplement de l'existant, d'ici et maintenant, pour travailler sur ce qui va être existence. C'est vraiment créer des lignes de vie quelque part, et ça me paraît tout à fait décisif, parce qu'à cette condition-là, effectivement, je peux plus facilement, très certainement, faire un certain nombre d'efforts qui peuvent m'être demandés. Si on me demande simplement de faire des efforts dans l'ici et maintenant, ça va être assez difficile. Si je comprends pourquoi je dois les faire, finalement, c'est quoi ce vers quoi on va, alors à ce moment-là, ça sera un petit peu plus facile, mais encore faut-il travailler là-dessus. Et c'est toujours un petit peu compliqué, notamment pour les politiques, dont le temps, on sait bien, c'est le temps présent. Et au plus important, c'est éventuellement le temps de la réélection, c'est-à-dire effectivement des périodes extrêmement courtes par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est plus complexe aujourd'hui. Je pense simplement que tous ces événements, et pour l'essentiel d'ailleurs des événements tout à fait tragiques, font révélateur. Et lorsque ça fait révélateur, c'est souvent les choses prennent davantage d'importance, mais dans un mouvement qui préexistait. Ce qui était bon devient peut-être encore meilleur. Et puis là, le pire, finalement, on n'est jamais à l'abri d'un plus pire encore.
voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça. Et pour cette idée effectivement de complexité plus globalement, ça rejoint ce qu'on vient de dire par rapport à ce que nous racontait Hervé Seriex par rapport aux 5 ruptures, c'est-à-dire que les choses sont véritablement entremêlées. La complexité, c'est quoi? C'est-à-dire que lorsque je veux m'attaquer à un problème, je ne peux pas le sortir tout seul. Je dois travailler aussi sur l'ensemble, on va dire, des liens qui sont reliés à ce même problème, à cette même difficulté. D'où le fait de travailler sur la transition sociale, la transition économique, la transition pour nous de l'enseignement supérieur, la transition écologique. C'est seulement comme ça qu'on peut effectivement peut-être, on va dire, progresser et cheminer. Ok. Ça fait largement écho au thème de cette saison qui est l'impact positif. Quand je me suis intéressée à l'impact que je peux avoir en tant que manager, que dirigeant, j'ai vraiment eu ce sentiment d'un puissant fond que l'impact positif qu'on peut avoir en tant que dirigeant, puis à travers notre entreprise, elle peut être d'ordre tellement multiple, tellement divers, en s'attaquant à des pans aussi tellement complexes, à la fois industriels, économiques, écologiques, sociales, etc., que j'ai eu envie de rencontrer justement des personnes qui agissent pour essayer de faire tourner le monde un peu plus rond et essayer de comprendre comment ils font et un peu diminuer mon vertige. Alors c'est une question que j'aimerais aussi vous poser, que je pose à tous mes invités et que j'aimerais vous poser. Quelle est votre définition de l'impact positif sur le monde ? Je dirais 2 choses. La première, elle peut s'appliquer à l'ensemble des personnes qui tendent, plus qu'avoir la prétention d'avoir un impact positif. Un impact positif, c'est quoi? Moi, la définition que j'en donnerais, c'est un caractère très très opérationnel, qui est propre finalement ou commun à chacun des métiers. C'est faire en sorte que l'on puisse mettre en place des situations qui soient saines. Et c'est quoi une situation qui est saine? C'est une situation qui fait du bien à tout le monde. Si je me réfère dans l'entreprise, ça fait du bien à l'entreprise, ça fait du bien aux dirigeants, mais aussi aux collaboratrices, aux collaborateurs, ça fait du bien aux fournisseurs, ça fait du bien aux clients, ça fait du bien à la société et ça fait du bien également à l'environnement. Et là, on rejoint effectivement l'ambition, notamment de la loi PAC, qui nous dit, mais tu as une entreprise, tu as une organisation, tu as une raison sociale, mais c'est quoi ta raison d'être? Ce vers quoi effectivement tu peux travailler. Et là aussi, on voit comment les choses sont liées. Situation saine, situation qui fait du bien à tout le monde, à toutes les personnes qui interagissent. Et puis, de façon plus spécifique, peut-être pour moi, si vous me permettez de parler, on va dire de façon plus personnelle, il me semble que c'est peut-être, dans ce que je sais faire notamment, c'est pousser de nouvelles idées, ou en tout cas ouvrir des portes, ou réouvrir des portes, des nouvelles façons de voir en quelque sorte. Ainsi, lorsque j'interroge la question du sens, on dit toujours l'entreprise doit donner du sens. Non, c'est pas à l'entreprise de donner du sens. L'entreprise, ce qu'elle doit mettre en place, c'est les conditions de possibilité pour les collaboratrices et les collaborateurs de trouver du sens à leur travail. C'est-à-dire effectivement une entreprise quand même où il y a un certain nombre de règles, où les gens sont respectés, mais c'est tellement intime le sens qu'on peut donner au travail. Pourquoi c'est intime? Parce que je vais donner de moi au monde commun. Qu'est-ce qui peut faire sens? Fera sens lorsqu'en même temps que je réalise mon travail, je me réalise moi. Et qu'en même temps que je me réalise moi, je réalise mon travail. Je travaille non plus pour l'entreprise, pour l'organisation ou pour moi. C'est quelque chose là aussi qui est mixé. Une forme de complexité. Voilà. Là, quelque part, je me dis que si je peux faire passer ça, c'est-à-dire de redonner finalement une sorte, on va dire, de dignité des hommes et des femmes qui peuvent se tenir droit, qui se réapproprient le sens parce que c'est quelque chose qu'eux-mêmes doivent donner. Voilà. C'est un tout petit bout. Je ne sais pas si ça peut faire impact positif, mais en poussant ce type d'idée-là, voilà. Vous avez nommé tout à l'heure le manager, le philosophe, le migrant. L'idée derrière et la baseline, c'est introduction à la paix économique. C'est faire effectivement que nos rapports, peut-être, puissent un petit peu changer. J'avais développé en son temps, et ça a aussi fait l'objet d'un petit ouvrage, la théorie du lotissement. C'est quoi la théorie du lotissement? C'est très simple. Imaginez un lotissement, vous avez quelques maisons, comprendre que la valeur de ma maison est étroitement corrélée à la valeur de la maison du voisin. Plus la maison de voisin a de la valeur, plus ça crée de la valeur pour l'ensemble et donc pour ma propre maison. Et la vie, habituellement, on fait exactement l'inverse. Lorsqu'on est en situation de concurrence, école, université, école entre les écoles, ou les entreprises entre elles, ou les partis politiques entre eux, ou au sein même de la famille, le plus souvent, plutôt que de vouloir grandir, on a tendance plutôt à essayer de rabaisser les autres. Et comme la théorie de lotissement, comme ce que j'essaye de faire là aussi, on retrouve un petit peu de la philosophie. Kant le racontait très bien lorsqu'il nous dit, mais regardez comment les arbres poussent dans la forêt. Il dit, ils se contraignent, m'ajoute-t-il, positivement, ce qui leur permet de pousser haut et droit. Voilà. Eh ben,
Si on peut essayer de faire ça, alors peut-être qu'en bout de chaîne, on a un impact positif. Vous êtes docteur en philosophie, en psychologie aussi. Est-ce que vous avez étudié ça? Comment on peut expliquer que l'homme a plutôt envie d'écraser son voisin plutôt que de s'élever avec lui? Il y a plusieurs types de réponses et c'est pas forcément dans la philosophie qu'on va le trouver, si ce n'est qu'on trouverait effectivement des choses chez Hobbes ou autres avec cette fameuse phrase « l'homme est un loup pour l'homme ». Mais si on tourne quelques pages, on s'aperçoit que dès lors qu'il peut développer, on va dire, des choses de l'ordre de la coopération, de la coévolution, eh bien c'est tout à fait différent. Et je pense que c'est la facilité. Il est plus facile de critiquer l'autre. Je prends un exemple. Les partis politiques. Une personne d'un parti qui n'est pas le mien va dire quelque chose. Immédiatement, je vais essayer de le disqualifier. Et avec force communicant, de faire en sorte de sortir la petite phrase qui effectivement va le renvoyer dans ses 22 puisqu'il y a la Coupe du Monde de rugby et que c'est d'actualité. C'est tellement plus facile d'abîmer, de détruire. C'est tellement plus difficile d'essayer de construire. Ce qu'il faut, c'est complètement inverser les choses là aussi. Parce que lorsque je dis que la valeur de la maison du voisin, j'ai tout intérêt à ce que la maison soit belle, j'ai tout intérêt aussi peut-être à l'aider à ce qu'elle soit encore plus belle. Je prends un exemple, et là on sort un petit peu du champ, pardon. On parle beaucoup des classements entre écoles, universités, etc. Parmi les classements, le plus important, c'est pour vous dire où on en est et que c'est pas gagné, c'est quel est le salaire d'entrée des jeunes que l'on forme sur le marché du travail. Autant vous dire, il vaut mieux les former en finance que de les former dans des métiers type demain liés à l'environnement. Mais je laisse ça de côté. Il y a un classement. Quelle est l'entreprise, l'école, l'université, qui en fait le plus dans la lutte contre le réchauffement climatique? Admettons que le groupe IGS dans lequel je travaille, on a une note sur cet item-là de 16 sur 20. C'est un absolu, 16 sur 20. S'il y a un classement, spontanément, et là on retrouve votre question finalement, que l'homme est l'homme en quelque sorte. Humain trop humain aurait pu dire, et a dit d'ailleurs, et a écrit Nietzsche par rapport à ça. Spontanément, je vais être le premier. Mais si je suis le premier à ce classement-là, c'est une très bonne nouvelle sans doute pour mon ego, pour cet aspect humain qui n'est pas le plus beau chez moi d'ailleurs. Mais c'est une catastrophe pour la planète, ça veut dire que tous les autres travaillent moins bien. Donc on voit effectivement que, non pas que j'ai intérêt à être le moins bon, c'est pas la question, mais que j'ai intérêt à ce que les autres soient aussi le plus fort possible. Et c'est tout ce changement-là, ce que j'ai appelé tout à l'heure un petit peu une école de pensée, ou en tout cas essayer de pousser quelques idées peut-être un petit peu différentes, qui fait que demain peut-être on aura peut-être des relations, peut-être là aussi un petit peu différentes en bout de chaîne. Ce qu'on avait dit lorsqu'on a travaillé à l'IGS sur finalement la raison d'être, sur la vocation, ça a été un petit peu ça, cette idée-là. Ça a été de dire, mais derrière toutes ces maisons-là, ce qui est formidable, ce sont toutes les singularités. Singularité des apprenantes et des apprenants, singularité dans les modes d'apprentissage, et on a défini une raison d'être, ce qu'on appelle nous plutôt donc vocation, qui est de conjuguer les singularités pour contribuer à l'harmonie. Voilà, c'est faire accueil un petit peu à l'autre. Et effectivement, c'est pas naturel, c'est ainsi. Et alors, il faut justement lutter contre. Et juste pour la petite astuce, c'est si je peux connaître un petit peu toutes mes noirceurs, tout ce qui va pas bien en moi, etc., sans doute que je peux davantage m'en défendre. Si je m'en défends, je vais être un petit peu moins bête par rapport à l'autre. Et si je suis un petit peu moins bête par rapport à l'autre, je vais être un petit peu moins bête aussi par rapport à l'environnement. Vous voyez que là encore, les choses sont tout à fait liées. Vous avez aujourd'hui une casquette donc de directeur de grande école, donc on comprend bien. Vous formez des leaders de demain. Comment vous les accompagnez, vous leur apprenez, vous les formez à avoir ce regard-là que vous avez? Déjà, j'imagine que c'est ce que vous portez aussi à travers vos étudiants. Et comment vous les accompagnez vers ce regard? Alors, on essaye, effectivement, de faire au mieux dans une démarche qui n'est pas facile. Juste, vous dites former effectivement les leaders de demain. Et si je dois reprendre l'expression, je dirais non. Sans rien enlever d'ailleurs à votre phrase. On ne forme pas les leaders demain. On contribue éventuellement à former des leaders. Mais ça suffit pas. Ce qu'on leur explique, c'est des leaders, oui, mais pourquoi faire? Alors, si c'est effectivement des leaders pour qu'en bout de chaîne, ils soient des acteurs positifs du changement au sein des organisations, des entreprises qu'ils vont intégrer plus tard, pour un monde dont on retrouvera effectivement les différents qualificatifs, plus juste, plus pacifique, plus durable, plus responsable, on pourra ajouter, pourquoi pas, plus résilient, etc. Alors oui, très certainement. Ce que j'essaye de leur faire passer, et c'est pas facile, c'est le distinguo qu'on peut faire entre l'utile et puis ce qui est essentiel. Je prends un exemple. Si les écoles, si les universités, ce qui est déjà pas mal, ne faisaient que préparer les jeunes à trouver un emploi, eh bien, elles feraient quelque chose de parfaitement utile, mais peut-être qu'elles passeraient à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi pour un jeune? Quelle est la plus haute ambition pour un jeune? La plus haute ambition, c'est
ce qu'on trouverait dans Thérèse d'Esquerroux, qui est un livre absolument formidable, peut-être le meilleur livre de développement personnel qu'on puisse trouver, lorsque Jean Azevedo décrit à Thérèse un monde où la seule loi eût été de devenir soi. Ce qu'on peut différencier peut-être, on essaie de le faire à l'IGS, mais pas que, et j'espère un peu comme la théorie de lotissement, ce qui se fait aussi largement ailleurs, c'est que les étudiantes et les étudiants deviennent eux-mêmes pour que demain, justement, ils puissent se réaliser et pour rejoindre ce que j'ai dit tout à l'heure, par leur travail aussi, quelque part, contribuer à leur propre progrès par rapport à ça. Et puis, on pourrait décliner ça sur plein de points de vue, la formation continue. Là aussi, il y a de l'essentiel et de l'utile. L'utile, c'est effectivement répondre à la demande des entreprises. Mais l'essentiel, c'est peut-être effectivement montrer qu'il y a quelque chose qui se joue de plus important simplement et que si en bout de chaîne, on peut contribuer à quelque chose de plus important, c'est pas mal. Ce que j'avais fait à GEM, c'était cette compréhension que une business school, c'est bien, mais vraiment, ce qui sera encore mieux, c'est de réussir d'évoluer d'une business school à une school for business, parce qu'effectivement, l'activité entreprise économique reste centrale, mais for society. School for business for society, c'est-à-dire qu'en bout de chaîne, comment est-ce que je peux contribuer à ma façon, socialement, par rapport à des choses liées à l'environnement, à améliorer peut-être un petit peu du monde dans lequel nous vivons. Est-ce que vous parlez beaucoup de connaissance de soi? Quand on est étudiant, est-ce qu'on est prêt à ça, d'accord avec ça? Parfois, on a plus envie de connaître le monde que de se connaître soi quand on a 18, 20 ans. Je sais pas quelles sont... je sais pas si vous avez des méthodes ou des... Et comment vous vous y prenez pour les amener vers la connaissance d'eux-mêmes, vos étudiants? Non, j'aime beaucoup votre phrase. Effectivement, on est plus, on va dire, appelé, tenté, aimanté par la volonté de connaître le monde que de se connaître soi. Et l'un ne va pas d'ailleurs forcément sans l'autre, parce que lorsque je commence à connaître le monde, j'apprends aussi très certainement beaucoup sur moi. Donc là, il y a déjà un élément de réponse. L'idée, c'est pas de les mettre dans une sorte de TD en disant, allez, maintenant, vous allez travailler sur vous. C'est par les expériences. En quoi effectivement ça les a touchés, ça les a bouleversés. Qu'est-ce qu'ils ont appris d'eux-mêmes par rapport à une situation qui était peut-être difficile ou au contraire qui était heureuse. Mais surtout, et là, on a une difficulté majeure, et c'est particulièrement vrai à la France, c'est qu'aujourd'hui, et je fais un pas de côté, mais je vais revenir naturellement sur le sujet et sur votre question, on ne parle plus que de compétences. Tout doit être compétence, j'allais presque dire compétencisé, si tant est que le mot ou le néologisme, on puisse effectivement le construire par rapport à ça, par rapport à des savoirs, par rapport à des savoir-faire, et même par rapport à des savoir-être. Dès la classe de seconde, on doit effectivement faire des choix. Pire, ce qui se dit, c'est que maintenant, en classe de primaire, on va faire découvrir aux élèves, aux enfants, en quelque sorte, s'il y a encore des enfants à cet âge-là, les différents métiers. Comme s'il n'y avait pas autre chose à faire en classe de primaire. Puis ça pas apprendre l'anglais une fois qu'on a appris à lire et écrire, si tant est qu'on apprenne encore à lire et écrire. Ce qui manque profondément. Et ça, c'est la clé, c'est le nœud de la connaissance de soi. C'est quelque chose de l'ordre du désir. Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que j'ai envie de dire au monde? Qu'est-ce que je porte? On ne naît pas tous égaux, faut pas rêver. Par contre, je suis intimement persuadé que nous avons toutes et tous des pépites d'or. On a quelque chose en nous, alors non pas de Tennessee, la plaisanterie est un peu facile, mais de l'ordre du désir. Et que si ça, on pouvait le mettre au centre. Je dis pas qu'il faut effacer les compétences, il faut les garder, c'est très bien. Mais voilà, c'est ça qu'il faut retrouver. Et si les personnes peuvent comprendre ce qu'elles désirent, alors elles peuvent peut-être, à ce moment-là, réussir à devenir elles-mêmes. La connaissance de soi, c'est pas seulement la connaissance de mes potentialités. Ça fait plaisir, c'est bien. Mais c'est encore une fois la connaissance de ce qui est chez moi pas beau. Et de cette connaissance de soi, ça me permet encore une fois d'être un petit peu moins bête déjà par rapport à moi-même, mais aussi déjà dans ma relation à l'autre. Donc, je sais pas si j'ai répondu à votre question, c'est un truc extrêmement difficile. Il ne faut évidemment pas avoir un cours sur connaissance de soi, c'est complètement imbécile et ça serait complètement contre-productif. Par contre, par les expériences, et puis d'interroger, c'est quoi ton désir? Qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce que tu as envie de dire au monde? Ça, c'est ce que vous faites avec vos étudiants, vous leur demandez ça? Parfois, c'est difficile de savoir ce qu'on veut. Surtout que, vous venez de le dire, quand on est enfant, on nous apprend pas trop à ça. On nous impose plutôt des désirs des parents ou de la société ou autre, non? Les parents ou les personnes qui font office de parents sont des formidables empêcheurs de désirer en rond, si je puis dire. Tout petit, et on a entendu cette sempiternelle phrase, mon fils, ma fille, tu feras ce que tu veux, etc., nanana, mais passe ton bac d'abord. Et puis après, il faut faire des études, etc. Bon, c'est simplement évidemment une caricature. En fait, le désir, nous sommes très inégaux. Il y en a qui sont tombés dans la potion magique du désir quand ils étaient tout petits.
tout petits, ils savent ce qu'ils veulent faire. Souvent, ce sont d'ailleurs très, très, très stéréotypes sociaux. Hein. Je veux être maîtresse d'école, je veux être sapeur-pompier, ou inversement, peu importe le genre. Et puis, simplement, on les retrouve 30 ans après, alors on appelle plus ça maîtresse ou maître d'école, on appelle ça professeur des écoles, mais c'est la même chose. Et puis, il est sapeur-pompier, voilà. Ou elle est sapeur-pompier. Et puis, le plus souvent, c'est non pas par essai-erreur, mais c'est par tâtonnement. Et puis, un jour, par chance, parfois, on se retrouve et il y a ce sentiment extraordinaire qu'on appelle de complétude, de complète plénitude. Là, je sais qu'à ce moment-là, c'est bien là que je dois être. Et je le sais parce que j'exerce ou je suis en voie d'exercer ce qui, justement, va faire un métier passion. Et c'est quoi un métier passion? C'est un métier qu'on échangerait contre aucun autre, à compter qu'on puisse faire tous les métiers de la terre. Alors, à ce moment-là, peut-être que je suis bien là. Mais effectivement, vous avez raison. Le désir, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. On est corseté. Et quand c'est pas la pression parentale, c'est la pression qui peut être sociale. Et donc, c'est très difficile de s'en dépatouiller. Certains y arrivent, et puis d'autres, y arrivent moins bien. Souvent, on fait le parallèle parfois entre le rôle des parents vis-à-vis des enfants, mais aussi le rôle du manager en entreprise, qui a aussi une mission d'aider ses collaborateurs, ses équipes à progresser, à faire mieux, à se développer. Est-ce que c'est aussi le rôle du manager de faire en sorte que ses collaborateurs se connaissent et de les accompagner vers cette connaissance de soi? Alors, d'abord, j'aime bien le parallèle entre les métiers. Il a été fait également par d'autres personnes illustres, notamment des personnes comme Freud, qui avait déjà défini que le métier de manager, de dirigeant, comme le métier de parent d'ailleurs, avait ce point commun que c'était des métiers impossibles. Pourquoi? Parce que quoi qu'on fasse, on est quasiment sûr d'échouer. À compter que pour l'enfant ou pour les collaborateurs et les collaboratrices, c'est jamais exactement ça que vous auriez dû faire, ou en position de parent, ou en position de manager. La deuxième chose, et le deuxième lien que je fais, c'est que le but du métier de manager, et ça rejoint ce que vous dites à un moment donné, c'est la cessation du management. La cessation, puisque vous avez le podcast qui est par rapport à chef, de ce qu'aurait dit une amie commune, la cessation de la chefitude en quelque sorte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, évidemment, il faut l'atteindre. On n'est plus là à dire, tiens, tu devrais faire ceci, cela. Mais on inverse les choses. Je me fais employer de mes propres employés et ça devient, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui peut se jouer de tout à fait, on va dire, heureux et délicieux, voire de bouleversant. Parce qu'à ce moment-là, on va s'apercevoir que les personnes qu'on aide, peut-être, et c'est heureux, dans leur domaine en tout cas, elles sont devenues largement meilleures que ce que vous pouviez être. Donc voilà, je sais pas si je réponds tout à fait encore une fois à la question, mais comme ça spontanément, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Puis il y avait un deuxième aspect de votre question, si vous pouvez la répéter, parce que je crois que je l'ai oublié en passant. Il y avait le rôle du manager et il y avait le rôle du manager dans la connaissance de soi. Voilà. Alors, par rapport à la connaissance de soi, je ne pense pas que ce soit le rôle du manager. En revanche, le manager, il peut avoir un rôle très important et tout particulièrement par rapport aux plus jeunes. Et ça touche à ce qu'on appelle l'autorité. L'autorité au sens le plus noble, et c'est Michel Serres qui rappelait cette étymologie, l'autorité, c'est faire grandir. Tant que je peux aider les jeunes, tant que je les fais grandir quelque part, ils vont être très soucieux et, on va dire, très réceptifs et très respectueux de mon autorité. Donc, je peux les aider. À les faire grandir, c'est quoi? C'est à apprendre des choses. Mais qui dit apprendre des choses, dit aussi apprendre des choses sur eux-mêmes. Mais c'est de surcroît. En aucun cas, moi, je dois arriver en tant que manager en disant, je vais vous apprendre des choses, votre désir, etc. Non, ça ne me regarde pas. C'est de l'ordre de l'intimité. Par contre, dans le respect que je peux leur témoigner, par les expériences, par les responsabilités que je peux leur donner, ils vont être confrontés à différentes expériences et ils vont apprendre d'eux-mêmes et peut-être à un moment donné aussi contribuer, ou en tout cas participer, ou en tout cas mieux voir ce qu'ils portent en eux, ce qu'on appelle, ou en tout cas moi ce que j'appelle leur désir à entendre naturellement ici professionnel. Ça fait le lien effectivement avec ce que vous cherchez à faire à l'IGS, de mettre les étudiants dans des situations de vie et d'expérimentation en fait. Oui, alors ça touche encore autre chose, c'est-à-dire que l'apprentissage classiquement, alors là, je remonte non pas à la nuit des temps, mais était très très descendant, etc. Les véritables apprentissages dans la vie, c'est pas par le sujet-verbe complément. J'ai beau te raconter, je vais prendre un exemple extrêmement simple, ce qui est un chagrin d'amour, etc. Tant que tu l'as pas vécu, tu sais pas trop ce que c'est. Et donc, ça passe par l'expérience. Une des plus belles expériences, et elle est connue là aussi depuis très très longtemps, c'est le groupe IGES d'ailleurs, la première école qu'il a fait. C'est l'apprentissage dans les métiers du tertiaire notamment, mais pas que, parce qu'avant évidemment il y avait toujours de l'apprentissage, mais dans d'autres métiers. Par l'apprentissage, je vis d'abord l'expérience. Et la théorie vient seulement ensuite. L'expérience, c'est aussi dans le domaine du management. En principe, le sujet complément est que second.
Ma position de manager, c'est quoi? C'est déjà de comprendre presque intuitivement ce qui se passe. Est-ce que je me sens bien par rapport à cette équipe-là ou pas bien? Et seulement ensuite, on essaye de mettre un petit peu des mots par rapport à ça. Autre exemple d'expérience, là aussi connu depuis très longtemps, c'est l'interculturel, c'est le déplacement à l'étranger. Je vais apprendre, non pas forcément l'anglais à Londres, même si effectivement il y a un peu de chance que j'entende parler anglais, mais surtout comment vivent les gens. Et je vais revenir forcément, non pas un petit peu différent, mais chargé un petit peu de ce métissage, comme disait Michel Serres, puisque ça s'applique également aux différentes formes d'apprentissage. Et donc, pour reprendre un des termes là aussi de Michel Serres, je vais ressortir un petit peu augmenté. Donc un petit peu aussi, j'allais dire, si ce n'est meilleur, en tout cas un petit peu différent de ce que j'étais précédemment. Nourri, ouais. Alors, j'ai échangé récemment avec un dirigeant qui est assez perdu dans son rôle et surtout dans la posture à adopter vis-à-vis des jeunes générations que vous côtoyez tous les jours. Donc, j'aimerais avoir votre regard là-dessus. Ce dirigeant, il a vraiment l'impression de ne plus les comprendre, de ne plus vraiment partager notamment les valeurs du travail et les valeurs du travail bien fait avec eux. Est-ce que vous pouvez nous aider à décrypter la vision du monde qu'ont les jeunes générations et leurs attentes, notamment vis-à-vis du monde de l'entreprise? Je peux sans doute donner 2-3 points à décrypter, ça serait beaucoup trop ambitieux. Et déjà, presque un mot, ça irait presque à l'inverse de la réponse que je vais donner, c'est que je suis pas certain que les nouvelles générations soient si différentes finalement. Tous les mouvements d'idolâtrie vis-à-vis de la jeunesse, comme quoi ils auraient tout compris, du temps de travail, du temps privé, etc., des réflexions par rapport à la transition écologique, j'allais presque dire foutaise. Les nouvelles générations sont ni meilleures, ni pires que les précédentes. Je prends un exemple, pour vous dire que ça n'a pas beaucoup changé. Jamais les violences sexuelles et sexistes n'ont été aussi fortes, aussi massives entre les 20 et 25 ans. Jamais le racisme du plus bas étage n'a été encore aussi massif. Donc, pour vous dire que globalement, ça change pas trop cette histoire-là. Je pense même, ça c'est personnel, que chaque génération finalement est malheureusement ou toujours finalement le reflet de la génération qui précède. Pour autant, il y a des évolutions. Il y a des évolutions technologiques, il y a des évolutions scientifiques, il y a des évolutions liées à la géopolitique. Et donc, nécessairement, les choses changent un petit peu. Ce qui, je crois, caractérise un peu ces nouvelles générations, ce sont un certain nombre de points. Et là, je ne vais pas du tout être exhaustif. La première, qui peut être très, très déstabilisante, c'est que les jeunes, manifestement, ne culpabilisent plus ou très, très peu. À entendre, ils peuvent partir du jour au lendemain d'une entreprise, là où avant, nous, anciennes générations, pour vous dire qu'on était bien névrosés, on s'imaginait que si on voulait partir, peut-être qu'on ferait de la peine au patron. Les jeunes ont besoin de vitesse. Et lorsqu'on interroge particulièrement ceux qui décident de commencer leur carrière en Asie du Sud-Est, pour être tout à fait précis, pourquoi vous êtes là-bas? Parce que les choses vont vite. Parce qu'on ne s'affranchit pas de tout, ou plutôt on s'affranchit de tout un tas de règles, trouver un passeport, etc. Enfin, c'est la débrouille, etc. Les choses vont vite, ils ont besoin de vitesse. Derrière, je pense que ce qui caractérise ces nouvelles générations, et c'est pas forcément heureux quand on peut le prendre dans l'autre sens, c'est que jamais, sans doute, les jeunes n'ont eu autant besoin d'espoir, et jamais, très certainement jamais, les jeunes n'ont eu autant besoin de confiance. Et je reviens sur ma notion d'autorité. Cette idée de faire grandir, cette idée de réussir à leur faire confiance a priori. Et puis, il y a un autre point, c'est qu'ils en connaissent un bout, comme dirait l'autre. Il fut un temps, il n'y a que l'ancien qui pouvait raconter un petit peu et donner un petit peu de quelque chose de l'ordre de la connaissance ou du savoir-faire ou du savoir-être, peu importe. Aujourd'hui, avec le développement des technologies, et ça c'est effectivement lié aux jeunes qui sont nés avec, ils en connaissent beaucoup plus que nous. Et une façon très certainement de commencer à travailler avec eux, c'est d'inverser les choses. Qu'est-ce que toi tu peux m'apprendre? Et si vous êtes capable, et maintenant il y a des formations même en entreprise où effectivement il y a un jeune qui est effectivement avec un moins jeune, et la règle pour le moins jeune c'est à la sortie de la demi-journée, le jeune aura dû t'apprendre quelque chose. Alors généralement c'est sur effectivement Internet, etc. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que parce que vous avez été capable d'écouter un plus jeune, alors à ce moment-là, comme s'il était en quelque sorte apprivoisé, il va être capable, lui, à son tour, de vous écouter lorsque vous allez lui raconter des choses sur l'entreprise. Ah, c'est super intéressant, cette notion d'écoute. Ça fait écho à une discussion que j'ai eue il y a pas très longtemps avec un dirigeant d'entreprise qui écoute Chef, donc j'étais très honorée. Et il me dit, j'aime bien écouter Chef parce que c'est le seul moment dans ma journée où je suis, entre guillemets, forcée d'écouter quelqu'un et où je ne lui coupe pas la parole, même quand je ne suis pas d'accord. Donc, c'est un exercice extrêmement salvateur pour le coup. Et je pense qu'également ça se double une autre joie qui est la joie d'apprendre.
C'est-à-dire que, mais encore faut-il pour ça effectivement être en capacité d'écouter, on apprend de l'autre et je pense pas qu'il y ait de plus grande joie. Je distingue du plaisir qui lui est plutôt physique, donc je sépare bien les choses. Mais la joie d'apprendre, c'est quelque chose effectivement d'extrêmement précieux. D'ailleurs, souvent je le raconte, mais plutôt à des gens qui font de la formation continue, c'est-à-dire qui reviennent sur les bancs en quelque sorte de l'école longtemps après l'avoir quitté et après l'expérience professionnelle. Ils font l'expérience d'une double joie. La joie d'apprendre, et puis parce qu'ils sont pas dans la formation initiale, dans un truc un petit peu classique, ils se voient également apprendre, et c'est quelque chose de tout à fait intéressant par rapport à ça. Ok. Ok, donc nos jeunes générations, en fait, c'est de créer un lien avec eux personnel, en fait, personnalisé, encore peut-être plus important que ce qu'on fait aujourd'hui, les écouter, les comprendre, les valoriser, les mettre en action au rythme auquel ils ont envie d'être mis. C'est un peu ce que je comprends dans les clés. Oui, mais en même temps, on se fait pas mendiant de la jeunesse. C'est tous les chefs d'entreprise vous le raconteront très bien. Ils ont un apprenti, le gars il arrive, et puis ils lui disent demain je t'emmène en clientèle, ça serait bien que tu sois demain à 8h devant l'entreprise, peu importe. Et généralement le premier jour, à 8h, il est pas là, le Gus. 8h15, 8h30. Et ce même commercial nous raconte qu'il lui a passé un méga savon, quoi. Autre savon qui peut passer, c'est si le mec s'habille pas forcément comme il faut. Ce qui est très intéressant, c'est que le lendemain, le jeune, il est à l'heure et il est habillé à peu près correctement. C'est-à-dire qu'en fait, jamais, j'ai dit besoin d'espoir, mais je pense même que les jeunes ont besoin de cette autorité-là. Simplement, ils l'attestent. Et si effectivement vous êtes un petit peu, que vous savez, un petit peu comme les arbres, si à un moment donné vous bougez un petit peu trop, vous tenez pas une ligne, ils vous disqualifient. Je pense que, encore une fois, si vous êtes capable de leur apprendre des choses, d'être dans votre position à vous, sans vouloir jouer les Jones, ce genre, ce que je viens de faire, qui est complètement d'un ridicule absolu, chacun à sa place, et bien là aussi, on peut effectivement conjuguer les singularités pour effectivement une harmonie plutôt astucieuse, quoi. Ouais, bien sûr, c'est pas parce qu'on est jeune et qu'on a accès à l'information comme jamais et qu'on peut être assez averti sur tout un tas de sujets qu'on n'a pas besoin de cadre et encore d'apprentissage. Donc, et l'entreprise et le manager est là aussi pour ça, pour définir un cadre d'évolution qui rassure aussi, parce que parfois quand on n'a pas de cadre, ça peut faire peur. Oui, oui, tout à fait. Ça rassure. Mais on revient un petit à votre question précédente, c'est que lorsque je dis que les jeunes sont pressés, etc., et là où ils nous déstabilisent, c'est que je dis ils ne culpabilisent pas. Bon, je vous ai dit notamment alors, s'il s'agissait de quitter, mais ils culpabilisent pas non plus si ils travaillent à côté de quelqu'un qui a 30 ans d'expérience, ils font le même métier, ils estiment qu'ils doivent avoir la même paye. Et pour eux, ça leur pose aucun problème. La notion d'ancienneté quelque part, ils ne connaissent pas. Je fais le même boulot, je comprends pas, quoi. Et le pire, c'est qu'ils vraiment ils ne comprennent pas. Donc il y a effectivement des choses qui sont quand même un petit peu pour le coup, mais qui sont davantage de l'ordre de l'évolution plutôt que d'une rupture d'une génération à une génération. Oui, je comprends. Loïc, je suis en train de lire un livre qui date de 1894 et qui s'appelle « Deviens celle que tu es », écrit par Hedwig Döhm, une autrice allemande qui est souvent décrite comme une pionnière du féminisme en Allemagne. Je suis assez étonnée par la modernité de ses propos, finalement pas tant féministes qu'humanistes, et de la manière dont elle aborde la question de l'impact de l'homme avec un grand H, de l'humain. En 1894, elle remet déjà en question le fait que l'homme se croit au centre du monde, alors que le monde vivrait sûrement mieux sans l'homme. C'est ce qu'elle dit. Donc ça m'amène deux questions. Est-ce qu'on apprend des générations passées, ou est-ce que finalement à chaque génération on réinvente un peu la roue ? Et ma deuxième question, c'est est-ce que le monde vivrait mieux sans l'homme, sans l'humain ? Donc la première chose auquel je voudrais vous faire réagir, et on a un tout petit peu commencé à l'évoquer, c'est est-ce qu'on apprend des générations passées finalement, ou est-ce qu'on réinvente la roue à chaque fois ? J'aurais presque envie de m'en sortir avec ce qui pourrait être une pirouette, donc ça va pas être une bonne réponse, mais la question, c'est finalement pas tant d'apprendre des générations précédentes. C'est bien d'en apprendre un bout, mais pour apprendre à désapprendre en quelque sorte. Et là, on retrouve quelque chose de l'ordre du désir. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est à quel moment, effectivement, les personnes vont pouvoir s'autoriser d'elles-mêmes en quelque sorte. Et je crois que c'est ça beaucoup qui manque. C'est-à-dire que si on est trop dans le copier-coller de ce qui s'est fait précédemment, c'est un petit peu dommage. Mais en même temps, c'est un petit peu comme un exercice musical. Il faut d'abord faire ses gammes pour ensuite pouvoir effectivement donner libre cours à son imagination et pouvoir, on va dire, si on reprend le domaine musical, un petit peu improviser.
Et vraiment, je pense que paradoxalement, le plus difficile, c'est ça. C'est pas tellement d'apprendre. Oui, nécessairement, on apprend quand même un certain nombre de choses. Il y a quand même des transmissions, très certainement d'un certain nombre dans un certain nombre de domaines. Pour autant, je crois que la vraie rupture, ce serait d'apprendre à désapprendre. Voilà. C'est pas forcément une réponse très précise, mais c'est ce que je ressens comme ça, quoi. Laisser libre cours à ces générations et qui ont droit à leur devenir en quelque sorte, et il faut pas trop les embêter, quoi. Sinon, on les freine, sinon on reproduit du même de génération en génération. Ok. Mais c'est possible de faire ça? Parce que finalement, même quand on est petit, à partir du moment où on vit en communauté, on apprend, on a du mimétisme. Il y a quand même un temps pour tout. Encore une fois, il faut d'abord faire ses gammes. Donc, que l'enfant obéisse aux parents, je trouve pas ça complètement stupide. Qu'il obéisse encore en primaire, c'est plutôt pas mal. Par contre, effectivement, à un moment donné, lorsqu'il rentre dans la vie effectivement professionnelle, qu'il a effectivement commencé à engranger et appris un certain nombre de choses, il faut effectivement que les idées puissent, on va dire, jaillir et sortir, quoi. Il faut effectivement, si on veut un petit peu de nouveauté, c'est ce qu'il faut faire. Alors, c'est l'esprit entrepreneurial qui peut être développé plus tôt, c'est l'esprit intrapreneurial si effectivement c'est au sein d'une structure. Mais effectivement, il faut laisser ces plages-là. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le manager ou le dirigeant doit mettre en place les conditions de possibilité de cette expression-là. Et puis, ce qui est aussi important, c'est dans la posture même du manager. Comprendre, et ça c'est aussi assez dans nos cultures, on a souvent l'impression que le manager, il doit plus en connaître. Non, le boulot du manager, c'est de réunir et de faire bosser la meilleure équipe possible. Et c'est surtout pas de penser, comme on le pense trop souvent, que l'entraîneur doit être meilleur que l'athlète, quoi. On va pas aller très très loin si c'est que ça. Et alors, est-ce que, comme Edwige Dôme, vous pensez que le monde vivrait mieux ou se porterait mieux sans l'humain? Je sais pas, c'est difficile à conceptualiser, hein. Un monde sans l'homme au sens sans l'être humain, ça me paraît difficile. Ce qui, comme ça, enfin, j'allais presque dire spontanément, c'est le monde des mondes justement parce que c'est difficile. Et je reviens sur tout à l'heure la vocation qu'on s'est donnée nous, mais qui pourrait être largement dépassée, parce que finalement c'est un projet politique de conjuguer ou de vouloir conjuguer les singularités pour contribuer à l'harmonie. Bah là aussi c'est ce qui se joue, c'est comment moi dans mon interaction à l'autre, dans mon interaction à l'environnement, les choses se joueraient. Alors derrière il y a quand même, on va dire, un changement un petit peu aussi de posture, et ça appelle à une grande modestie. Et j'emprunte parce que c'est pas de moi, mais j'aurais bien aimé que cette phrase soit de moi. Dans les écoles, dans les universités, on se pose souvent la question finalement quelle planète on va laisser aux jeunes. Non, laissons le monde tel qu'il est. Par contre, nous, notre responsabilité à nous, c'est quel jeune on va laisser à la planète. Voilà. C'est aussi ce type d'inversion-là qui me paraît tout à fait important. Je sais pas encore une fois si ça serait mieux un monde sans machin, mais nous sommes là. Et comment est-ce qu'on peut faire pour qu'effectivement les choses se passent le mieux possible. Vous parlez d'harmonie dans la mission de l'IGS. Moi, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur aussi, l'harmonie. Qu'est-ce que c'est l'harmonie, en fait? C'est pour vous, dans la mission de l'IGS notamment, ça veut dire quoi? Dans la mission de l'IGS, alors quand on pense singularité, on pense beaucoup, et d'ailleurs ça avait été à la création de l'école, c'était cette idée très forte qu'on a toujours, hein, c'est-à-dire de laisser personne au bord de la route, plutôt les jeunes, mais ça pourrait être les moins jeunes, au bord de la route, que ce soit de l'apprentissage, de la formation, de l'emploi. Lorsque je décris le groupe IGS, c'est très simple. C'est le seul groupe à ma connaissance où, au sens littéral du terme, on part du pied des tours dans les cités, où on va chercher des jeunes, jusqu'à quelque chose qui peut être le bac+5, voire davantage. Conjuguer les singularités, ça ne veut pas dire qu'on efface les différences. Ça veut dire qu'on travaille sur une forme de métissage là aussi, pour effectivement aller à l'harmonie. L'exemple des couleurs, ou pour reprendre l'exemple de Michel Serres qui décrivait très bien cet habit d'arlequin avec, effectivement, on voit bien un petit peu ces losanges de toutes les couleurs. On a plein de couleurs. Et par le jeu de la lumière, on sait qu'à un moment donné, lorsqu'on combine toutes les couleurs, justement, ça fait effectivement quelque chose qui va être de l'ordre de l'étincelant, de la lumière, de l'unité. Donc, c'est comme ça que je dirais l'harmonie. L'harmonie, c'est essayer de faire pluriel. Le pluriel, c'est uniquement un mot qui, pour le coup, est conjugué. Mais on a différents sujets. Et ce sont ces différents sujets-là qui, effectivement, vont faire qu'on crée, effectivement, un petit peu de valeurs communes. Voilà. Ok. Loïc, on arrive à la fin de notre échange. Est-ce que vous avez un dernier message pour les chefs qui nous écoutent et qui s'interrogent sur la manière d'avoir de l'impact positif? Je crois qu'il y a deux choses. La première, c'est de reprendre une idée qu'on a un petit peu déjà commencé à développer, c'est-à-dire comprendre que mon métier de chef, de manager, de dirigeant,
Dans l'absolu, il faudrait que celui-ci cesse pour qu'effectivement les personnes s'autorisent d'elles-mêmes et que moi-même je devienne finalement un agent qui puisse les aider à s'exprimer, à se réaliser. Ce que j'ai appelé tout à l'heure, réussir à se faire employer de son employé et arriver finalement à ce point où on peut dire qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, sachant qu'en disant ça, je m'aide moi et je m'aide naturellement l'entreprise. Et puis peut-être cette idée-là que, et là aussi ce sont des mots qu'on a beaucoup utilisés, et merci beaucoup à vous, que ce soit la vocation, que ce soit la raison d'être. Je crois que le plus important, et c'est d'ailleurs pas facile parce qu'il ne s'agit pas de faire exemplarité, mais d'essayer de faire exemple dans la mesure du possible, c'est sans jamais rien lâcher de la raison d'être d'une organisation, d'une entreprise, c'est essayer justement d'incarner cette raison d'être, d'incarner cette vocation, mais parce que nous sommes tous différents, de nous faire suffisamment confiance pour qu'on l'incarne chaque jour et chacune et chacun à sa manière. Merci beaucoup Loïc. Merci à vous. Pour votre éclairage passionnant et riche, vraiment merci beaucoup. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Chef. J'espère qu'il vous a été utile pour mieux vivre votre rôle de chef si épanouissant mais aussi si complexe. Merci pour votre soutien et pensez à vous abonner à la chaîne du podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça vous permettra d'être informé à chaque fois qu'un nouvel épisode est diffusé. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter que j'envoie un vendredi par mois et si vous avez des questions, je vous rappelle qu'il y a le répondeur de chef sur lequel vous pouvez laisser des messages vocaux et j'y réponds soit directement par email, soit par l'intermédiaire d'un épisode de podcast quand votre thème concerne plus de monde que vous. Voilà. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.